1. L'épistémologie de l'esprit, penser la connaissance dans le champ spirituel. L'épistémologie, au sens large, désigne la réflexion sur les conditions de validité d'un savoir. Elle interroge. Comment savons-nous ce que nous savons? Quels sont les critères de vérité, de preuve, de cohérence? Mais selon le domaine étudié, l'épistémologie change de forme. Et lorsqu'on s'intéresse à l'esprit, au sens de la spiritualité, de la conscience, de l'invisible, on entre dans un champ où les critères scientifiques classiques ne suffisent plus. L'épistémologie scientifique, rigueur, mesure, reproductibilité. L'épistémologie scientifique repose sur des piliers bien définis. Objectivité, le savoir doit être indépendant du sujet qu'il observe. Mesurabilité, les phénomènes doivent être quantifiables. Reproductibilité, les expériences doivent donner les mêmes résultats, peu importe qui les réalise. Falsifiabilité, une hypothèse doit pouvoir être réfutée par l'expérience. Ces critères sont puissants, mais ils excluent tout ce qui est subjectif, invisible, non mesurable, c'est-à-dire une grande partie de ce que les traditions spirituelles appellent esprit. L'épistémologie de l'esprit, résonance, cohérence symbolique, expérience intérieure. Une épistémologie appliquée à la recherche sur l'esprit repose sur d'autres fondements. Résonance intérieure, le savoir est validé par sa capacité à éveiller, à transformer, à éclairer la conscience. Cohérence symbolique, les récits, les visions, les intuitions sont évaluées selon leur logique interne, leur puissance de sens, leur capacité à relier. Expérience vécue, le témoignage, la mémoire vibratoire, la perception subtile sont considérées comme des sources légitimes de connaissance. Pluralité des régimes de vérité, on accepte que le vrai puisse se dire autrement que par la preuve matérielle, par le mythe, le poème, le rêve, la vision. Une différence de posture, validation versus exploration. L'épistémologie scientifique cherche à valider ou invalider. L'épistémologie de l'esprit cherche à explorer, à relier, à mettre en forme l'invisible. La première dit, ce qui n'est pas prouvé n'existe pas. La seconde dit, ce qui est ressenti mérite d'être écouté, même s'il n'est pas prouvable. Mise en scène pédagogique. Imagine un chercheur en physique quantique qui étudie les champs de force. Il utilise des équations, des instruments, des modèles. À côté, un chercheur en spiritualité explore les champs vibratoires à travers la méditation, les récits mythologiques, les visions intuitives. Les deux parlent de champs. Mais l'un mesure, l'autre ressent. Et chacun a son épistémologie. 2. Le principe d'analogie. Relier les mondes par correspondance. Le principe d'analogie est une méthode de pensée qui consiste à établir des correspondances entre des réalités différentes, sur la base de similarités de structure, de fonction ou de vibration. Autrement dit, il permet de dire « ce qui se passe ici ressemble à ce qui se passe là-bas ». Ce phénomène visible est le reflet d'un principe invisible. L'analogie ne prouve pas, elle relie. Elle ne démontre pas, elle éclaire. Elle ne mesure pas, elle met en résonance. Un outil fondamental pour la recherche sur l'esprit. Dans les domaines liés à la spiritualité, à la conscience, à l'invisible, le principe d'analogie est indispensable. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas directement mesurable. La science classique repose sur la mesure, la preuve, la reproductibilité. Mais l'esprit au sens de la conscience, de la vibration, de la mémoire symbolique échappe à ces critères. Il se manifeste dans l'expérience intérieure, dans les rêves, les visions, les intuitions. L'analogie permet alors de traduire l'invisible dans le langage du visible. Elle offre des images, des symboles, des récits qui rendent l'esprit perceptible. Exemple, dire que l'âme est comme une graine ou que la conscience est un miroir, ce n'est pas prouver quoi que ce soit. Mais c'est donner à ressentir, ouvrir un espace de compréhension intuitive. Parce que l'analogie respecte la logique symbolique. Là où la science exige des preuves, l'analogie respecte la cohérence interne d'un récit, d'un mythe, d'une vision. Elle permet de penser par correspondance, comme le font les traditions hermétiques, les philosophies orientales, les poètes mystiques. Exemple, dans la Kabbale, les mondes supérieurs sont analogues aux mondes inférieurs. Dans l'alchimie, le corps humain est analogue au cosmos. Dans les traditions chamaniques, les animaux sont des archétypes de force invisible. Parce qu'elle permet une pédagogie vibratoire. L'analogie est un outil pédagogique puissant. Elle permet de transmettre des savoirs subtils sans les réduire à des définitions rigides. Elle ouvre l'imaginaire, nourrit l'épistémophilie,
respecte la pluralité des formes de connaissance. Exemple, expliquer les champs de conscience en les comparant à des fréquences musicales ou à des couleurs, permet à chacun de ressentir ce qui ne peut être démontré. Une épistémologie analogique. Penser autrement sans renoncer à la rigueur. Utiliser l'analogie, ce n'est fuir la rigueur. C'est changer de régime de vérité. C'est reconnaître que certains savoirs ne se valident pas par la preuve, mais par la résonance, la cohérence symbolique, la transformation intérieure. Et dans la recherche sur l'esprit, c'est l'outil fondamental pour relier, transmettre, éveiller. 3. C'est quoi, être cartésien? Je suis souvent surpris quand des gens me disent « Tu sais moi je suis cartésien », car ça veut dire en général qu'ils sont conformistes. Mais la rationalité ça n'est pas ça. Je parlais avec un type de la survie de l'âme après notre mort, et lui m'a dit qu'il ne croyait pas à ces choses-là avec pour seul argument « Tu sais moi, je suis cartésien ». Je lui ai donc dit qu'il utilise le mot cartésien à la place de conformiste, et il m'a dit « Non pas du tout. Tu sais, moi, je ne m'intéresse qu'aux choses qui ont un minimum d'audience. Ce qui est le propre du conformisme. » Donc il me dit qu'il n'est pas conformiste tout en me démontrant lui-même qu'il l'est. S'il se veut rationnel, qu'il étudie le sujet plutôt que décréter que ça n'existe pas. Pourquoi cette honte donc à être conformiste? Pourquoi les gens ne l'assument pas? Il y a à la fois un conformisme et une honte de l'être. On pourrait presque parler d'un anticonformisme du conformisme. C'est quoi alors être cartésien? Et quelle est la différence avec être rationnel? Être cartésien, être rationnel, ou simplement conformiste? Quand quelqu'un dit « moi je suis cartésien », il veut souvent dire « je suis rationnel ». Mais en réalité, ce qu'il exprime, c'est souvent « je ne m'intéresse qu'à ce qui est validé, reconnu, populaire, consensuel ». Autrement dit, du conformisme déguisé en rigueur. Être cartésien, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Être cartésien, au sens philosophique, c'est hériter de la pensée de René Descartes, qui a proposé une méthode pour accéder à la vérité. Douter méthodiquement de tout ce qui n'est pas certain. Analyser les idées en les décomposant. Reconstruire la pensée à partir d'évidences claires. Avancer avec logique et prudence. Être cartésien, c'est donc refuser les dogmes, questionner les évidences, penser par soi-même. Ce n'est pas se conformer à ce que la majorité croit. Ce n'est pas rejeter un sujet parce qu'il n'a pas assez d'audience. Dire « je suis cartésien, donc je ne crois pas à la survie de l'âme », sans avoir étudié le sujet, c'est trahir Descartes. C'est refuser de douter, refuser d'analyser, refuser de penser. Être rationnel, une posture active, pas une fermeture. Être rationnel, ce n'est pas dire « je ne crois qu'à ce qui est prouvé ». C'est dire « je cherche la cohérence, je questionne les contradictions, je suis prêt à explorer ». La rationalité, c'est l'art de penser avec logique, sans se soumettre à l'opinion dominante, sans rejeter ce qui dérange. Refuser d'étudier un sujet parce qu'il est marginal, ce n'est pas rationnel. C'est conformiste. Et parfois, c'est une forme d'anticonformisme mimétique. On rejette les idées alternatives pour se sentir du côté des gens sérieux, tout en prétendant être libre. Mise en scène pédagogique. Tu parles de la survie de l'âme. Tu proposes une exploration. Et ton interlocuteur te répond « Moi je suis cartésien ». Mais il ne doute pas. Il ne questionne pas. Il rejette sans examiner. Il confond rigueur et refus, méthode et censure, pensée et popularité. Et quand tu lui dis qu'il est conformiste, il le nie, tout en affirmant qu'il ne s'intéresse qu'à ce qui a de l'audience. C'est là que le paradoxe surgit. Le conformisme honteux, le conformisme qui se croit libre, l'anticonformisme du conformisme. Conclusion. Penser, ce n'est pas se conformer. Être cartésien, c'est douter avec méthode. Être rationnel, c'est penser avec cohérence. Être conformiste, c'est adhérer sans examiner. Et dans une société qui valorise l'apparence de rigueur, beaucoup préfèrent se dire cartésiens plutôt que assumer leur confort intellectuel. Mais le vrai penseur, le vrai rationnel, est celui qui ose explorer, ose douter, ose penser autrement. 4. Pseudoscience. Il y a des choses dont la science a décidé de refuser l'étude par a priori métaphysiques qui sont liées à ce que la religion condamne. Même si elle s'est émancipée du concept de Dieu, elle en a quand même gardé des interdits, et donc tout ce que la religion interdisait la science s'en interdit l'étude. Elle s'y est pourtant aventurée à une époque puis a renoncé à la suite de 2 ou 3 déconvenus du fait que de mauvais plaisantins leur avaient joué des tours. Mais vous savez tous que face à un mystère, si on devait s'arrêter à la première déconvenue, on n'avancerait jamais.
Quand on regarde des films policiers comme Columbo, ou ceux inspirés d'Agatha Christie, ou les Hercule Poirot, ou les Maigret, on voit que tout au long du film l'inspecteur fait fausse route sur fausse route mais que de fil en aiguille il finit par trouver l'assassin. Pourquoi ne donne-t-on pas aux chercheurs indépendants, ainsi qu'aux pseudo-scientifiques qui explorent des hypothèses qui ne sont pas encore prouvées, le même droit? Le droit de faire fausse route souvent, avant de trouver les bonnes réponses aux mystères de la nature? La science elle-même ne permet pas toujours de résoudre toutes les énigmes et ce n'est pas pour autant qu'on décide de ne plus y croire. Dans bien des affaires judiciaires comme l'affaire Villemain par exemple, la science n'a été d'aucune aide et ce n'est pas pour autant qu'on renonce à l'utiliser pour d'autres affaires. Dans toute discipline, la découverte de la vérité se fait à travers des erreurs et des détours. Examinons cela de plus près en ce qui concerne la science par exemple, et cherchons à comprendre pourquoi elle ne peut donner la même tolérance à l'égard des indépendants et de ceux qu'elle nomme les pseudo-scientifiques, ceux qui explorent des hypothèses qui ne sont pas encore prouvées. Parallèle entre la science et les enquêtes policières. Un processus de déduction. Tout comme les détectives dans les romans policiers, les scientifiques utilisent un processus de déduction pour tester différentes hypothèses. Ils élaborent des théories, les testent, et ajustent leur approche en fonction des résultats obtenus. Les pseudo-sciences en font autant, osant explorer des pistes que les scientifiques ne peuvent pas investiguer. Elle leur sert donc de recherche de seconde main, qu'elles ne se privent pas de plagier quand certaines d'entre elles s'avèrent prometteuses. 2 Essais et erreurs. Faire des erreurs et suivre des fausses pistes fait partie intégrante de la démarche scientifique. La science progresse souvent par essais et erreurs, en affinant les hypothèses, jusqu'à ce qu'elles soient confirmées ou rejetées par l'épreuve. Les pseudosciences telles que la théorie des anciens astronautes ne fait rien d'autre non plus. Pourquoi dans son cas la chose serait-elle stigmatisée? La seule chose est que les pseudosciences n'ont pas à se prétendre scientifiques. Malheureusement pour cette restriction, le Big Bang qui reste une hypothèse la plus plausible mais qui n'a encore pu être totalement démontrée pourrait être regardée comme telle. 3 Investigation et rigueur. Les détectives et les scientifiques partagent une rigueur dans leur approche. Ils collectent des données, analysent les faits, et tirent des conclusions basées sur des preuves. Les cas d'erreurs judiciaires ou les pandémies montrent qu'ils peuvent parfois se tromper comme c'est le cas aussi pour les pseudosciences également. Recherche sur le phénomène. Il existe des études et des recherches sur la manière dont les humains, y compris les détectives fictifs et les scientifiques, parviennent à des solutions en passant par des erreurs. Un heuristique et biais cognitif. Les détectives, comme les scientifiques ainsi que les pseudo-scientifiques, ceux qui explorent des hypothèses non encore prouvées comme pour la théorie des anciens astronautes ou la théorie du Big Bang, utilisent des heuristiques, raccourcis mentaux, pour prendre des décisions. Parfois, cela les mène à des fausses pistes, mais cela leur permet également de naviguer rapidement à travers une grande quantité d'informations. 2 Théories de l'apprentissage. La théorie de l'apprentissage par essai et erreur, qui est au cœur de la méthode scientifique, est bien documentée en psychologie. Les erreurs permettent d'affiner les méthodes et d'augmenter la précision des résultats. L'erreur peut être un tremplin à la découverte de vérité car elle permet d'élaguer les fausses pistes une à une. Je vous propose d'investiguer ici ce sujet pour montrer quel est l'apport des pseudosciences aux sciences, ce qui va impliquer d'abord de définir ce qu'est une pseudoscience. Les zététiques nomment pseudo-science une hypothèse qui n'a pas été encore prouvée. Dans ce cas, la théorie du Big Bang en fait partie, ce qui nous semble un peu excessif, ce que je voudrais démontrer ici. En gros, les zététiques font l'erreur de mettre une question de morale dans l'histoire, comme si les uns étaient de bonne foi et les autres sciemment de mauvaise foi. C'est en cela qu'on peut dire que la zététique n'a pas encore trouvé sa maturité épistémique. 5. Théorie de l'apprentissage par essai et erreur. Un fondement de la théorie. Concept de base. L'apprentissage par essai et erreur est une méthode où les individus ou les systèmes essaient différentes solutions à un problème, apprennent de leurs erreurs et ajustent leurs approches en conséquence. Historique. Cette théorie a été popularisée par des psychologues comme Edward Thorndike au début du XXe siècle, qui a démontré comment les animaux, comme les chats dans des boîtes à problèmes, apprenaient à résoudre des tâches en répétant des actions jusqu'à ce qu'ils trouvent la solution correcte. 2. Importance des erreurs. Élaguer les fausses pistes. Chaque erreur commise permet d'éliminer une fausse piste, rapprochant ainsi l'individu de la solution correcte. En éliminant méthodiquement les options incorrectes, on affine progressivement notre compréhension du problème. Feedback. Les erreurs fournissent un feedback précieux. Elles montrent ce qui ne fonctionne pas, ce qui permet de réajuster et d'améliorer les hypothèses ou les méthodes utilisées. Résilience. Apprendre de ces erreurs développe également la résilience et la persévérance, des qualités essentielles dans la recherche scientifique. 3. Application pratique. Science expérimentale.
En laboratoire, les scientifiques testent différentes hypothèses par essai et erreur. Chaque expérimentation fournit des données qui permettent de confirmer ou de réfuter une hypothèse. Technologie et innovation. De nombreuses innovations technologiques sont le résultat de multiples essais et erreurs. Par exemple, Thomas Edison a fait de nombreux essais avant de perfectionner l'ampoule électrique. Médecine. Les essais cliniques pour de nouveaux médicaments passent par de nombreuses phases d'essais et erreurs pour déterminer l'efficacité et la sécurité du traitement. 4. Philosophie de la science. Karl Popper, le philosophe des sciences Karl Popper a souligné l'importance de la falsifiabilité en science. Une théorie scientifique doit être testable et potentiellement réfutable par des preuves empiriques. Les erreurs permettent de falsifier des hypothèses et de progresser vers des explications plus robustes. Thomas Kuhn. Dans son ouvrage La structure des révolutions scientifiques, Thomas Kuhn a décrit comment les anomalies et les erreurs dans la science normale peuvent conduire à des révolutions scientifiques et à des changements de paradigme. Conclusion. En somme, l'erreur n'est pas simplement une voie sans issue, mais un tremplin vers la découverte et l'amélioration. Elle permet d'affiner les méthodes, d'éliminer les fausses pistes et d'approfondir notre compréhension des phénomènes naturels. Reconnaître et valoriser le rôle des erreurs dans le processus scientifique est essentiel pour une véritable progression des connaissances, que ce soit pour les sciences ou pour les pseudosciences. Le fait que les pseudosciences explorent des fausses pistes aide la science à ne pas les prendre elle-même. 6. S'il faut appeler pseudoscience une hypothèse qui n'a pas encore été prouvée comme le font les zététiques à propos des théories Janus de Jean-Pierre Petit, comment appeler alors les recherches qui peuvent être faites par des autodidactes sur la théorie de anciens astronautes? Même le terme pseudoscience ne nous correspond pas car on n'a pas du tout envie d'être rangé dans les scientifiques. Acceptons d'appeler comme le font les zététiques, pseudoscience, une hypothèse qui n'a pas encore été prouvée, telle que la théorie du Big Bang ou la théorie Janus de Jean-Pierre Petit, mais utilisons un autre mot pour ceux qui font des recherches en indépendant ou autodidacte. Le terme le plus approprié est donc chercheur. Le fait que de tels chercheurs s'intéressent à l'épistémologie n'est pas comme les zététiques veulent le faire croire lié au fait qu'on voudrait s'affubler du sérieux de la science, pour faire croire qu'on le serait alors qu'on ne l'est pas. Non, l'épistémologie n'est pas ma chasse gardée de la science ni des pseudosciences. Que Zecharia Sitchin par exemple ait fait des erreurs que corrige Anton Parks, ça ressemble au mécanisme évolutif défini par l'épistémologie, qu'elle soit scientifique, pseudo-scientifique ou liée à des recherches autodidactes ou indépendantes. J'entendais un jour deux scientifiques parler à propos d'Anton Parks, qui remet en question certaines thèses défendues par Zecharia Sitchin dire. Même entre eux ils se contredisent, cela démontre bien qu'ils ont tous tort, semblant oublier que dans la science aussi il existe plein de courants, ainsi que dans la pseudoscience puisqu'on peut dire que les théories astrophysiques en relèvent toutes, si on considère comme pseudoscience une hypothèse qui n'a pas encore été prouvée. Ce qui veut dire que ce droit donné à la science ou aux pseudosciences de faire des erreurs, n'aurait pas à être reconnu aux chercheurs indépendants ou autodidactes. Non. En termes épistémologiques, les critères de recherche doivent être les mêmes quel que soit le statut de la personne ou de l'équipe qui cherche. De même que la science a le droit de faire des erreurs, les chercheurs indépendants ont également le droit d'en faire, et ça n'invalide pas leur méthode de recherche. 7. Perception des scientifiques. Le problème des scientifiques est qu'ils ne sont pas indépendants et qu'ils sont obligés de jouer le jeu de ceux qui les paient. Ils ont souvent besoin de faire des recherches sous de faux noms pour pouvoir s'aventurer hors des sentiers battus. Et ce sont souvent les plus agressifs contre ceux qu'ils ont besoin de dénoncer comme pseudo pour faire croire qu'ils n'en seraient pas. Si je prends les tablettes sumériennes par exemple, les approches scientifiques pour l'instant ne mettent pas l'accent sur le contexte historique, de comprendre dans quel but les tablettes qui évoquent des aspects métaphysiques ont été écrites. Or, leur mode même de rédaction montre qu'il s'agit probablement de textes de propagande ou pour encenser ceux qui sont nommés les dieux, comme si elles étaient des prémices à ce qui deviendra plus tard des prières. On le voit mieux encore dans les livres de l'Inde de l'époque védique qui sont plus tardifs et où on voit la même chose mais ayant évolué. Objectivité et fiabilité. La science est censée produire des résultats fiables et reproductibles. Par conséquent, les erreurs peuvent être perçues comme des failles, bien qu'elles soient en fait des parties intégrantes du processus scientifique, et de même pour les pseudosciences ou les recherches autodidactes ou indépendantes. Les scientifiques croient souvent que les indépendants voudraient se faire passer pour scientifiques du fait qu'ils reprennent leurs travaux alors qu'ils ne font que faire la même chose que dans l'autre sens. Les scientifiques eux aussi reprennent les travaux des indépendants, ou des pseudos s'ils les jugent intéressants. En fait, les indépendants ne font pas la guerre aux scientifiques comme ces derniers la font aux pseudos. Documentation. Contrairement aux enquêtes policières fictives, où les fausses pistes sont souvent mises en avant pour le drame, les erreurs et les révisions scientifiques sont moins médiatisées. Les publications scientifiques mettent davantage l'accent sur les résultats finaux validés.
On les entend rarement parler de leurs échecs, au contraire des pseudosciences qui en parlent plus ouvertement. Dans le cas des tablettes sumériennes, les fausses pistes n'ont pas été données dans le but de créer du suspens, mais parce qu'elles ont été écrites par des gens qui avaient probablement un faible niveau de connaissance. Elles semblent utiliser un langage assez prosaïque, probablement pour se faire comprendre de l'homme de la rue. Ce qui fait que parvenir à comprendre ce qu'elles signifiaient vraiment s'avère compliqué, comme s'il fallait débusquer une énigme. En résumé, la science, les pseudosciences et les enquêtes policières partagent des processus similaires de déduction, de rigueur et d'apprentissage à travers les erreurs. Reconnaître et valoriser ces aspects pourrait aider à améliorer la compréhension publique de la nature véritable de la recherche scientifique, et de la manière dont les pseudosciences la secondent. D'ailleurs, il n'est pas rare que des scientifiques collaborent à des recherches en pseudosciences sous des faux noms, afin de pouvoir en soutirer les réussites qu'ils s'approprieront ensuite. Dira-t-on alors qu'ils font de la pseudoscience à s'approprier pour eux seuls les trouvailles des pseudosciences? En fait, c'est un grand signe d'immaturité épistémologique que vouloir opposer les sciences et les pseudosciences comme ennemis. Elles sont complémentaires. Quand la théorie du Big Bang maintient son hypothèse alors qu'elle n'a pas encore pu être totalement démontrée, la condamner comme pseudoscience serait idiot puisqu'on se priverait de tout un tas de recherches que cette hypothèse permet de faire, même si on ne peut pas en démontrer la pertinence de manière définitive. 8. Les tablettes sumériennes, tout comme d'autres textes anciens, doivent être interprétées avec une compréhension approfondie de leur contexte culturel, social et historique. Importance. Contexte historique et culturel. 1. Nature des textes. Propagande et encensement. De nombreux textes anciens servaient à encenser les dirigeants, les dieux ou les héros mythologiques, agissant comme des outils de propagande pour légitimer le pouvoir et renforcer les croyances religieuses. Prémices des prières. Les récits mythologiques et les hymnes peuvent être vus comme des prémices aux prières, destinées à invoquer la faveur des dieux ou à célébrer leurs exploits. 2. Comparaison avec d'autres cultures. Textes védiques. Les textes de l'époque védique en Inde montrent une évolution similaire, où les hymnes et les mythes sont utilisés pour encenser les dieux et où des éléments de propagande peuvent être discernés. Évolution des pratiques religieuses. Cette évolution des pratiques religieuses et de la manière de composer les textes sacrés montre une continuité et des parallèles entre différentes cultures anciennes. 3. Interprétation et méthodologie. Interprétation multiple. Il est essentiel de tester différentes interprétations pour mieux comprendre les textes anciens. Cela inclut la considération des contextes politiques, sociaux, religieux et économiques dans lesquels ces textes ont été écrits. Études interdisciplinaires. Une approche interdisciplinaire, combinant l'archéologie, l'histoire, la linguistique et la théologie, est souvent nécessaire pour interpréter correctement les textes anciens. 4. Défis et controverses. Contestation des interprétations. Introduire des aspects contextuels peut prêter à contestation car les preuves directes peuvent manquer, et les interprétations peuvent être subjectives. Cependant, cela ne diminue pas l'importance de ces approches pour enrichir notre compréhension. Rigueur scientifique. Même en testant différentes interprétations, il est crucial de maintenir une rigueur scientifique, en documentant les sources et les raisonnements utilisés pour chaque interprétation. Conclusion. En fin de compte, comprendre les textes sumériens, et plus largement tous les textes anciens, nécessite une approche nuancée qui va au-delà de la traduction littérale. En prenant en compte le contexte historique et les objectifs potentiels des auteurs, les chercheurs peuvent découvrir des couches de signification qui ne sont pas immédiatement apparentes. Tester différentes interprétations, même contestées, est une partie essentielle de la recherche scientifique et historique. C'est un processus qui permet d'éclaircir progressivement les mystères de ces cultures anciennes qui est le même qu'on soit indépendant ou pseudo-scientifique qui explore des hypothèses qui ne sont pas encore prouvées. Quant aux scientifiques qui n'explorent que les hypothèses déjà prouvées, ils ne sont pas pour autant totalement immunisés contre les erreurs.